Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu au webinaire le rôle d'IA pour la protection sociale. J'imagine que vous trouverez que ce sujet nous divise. Il y a ceux qui l'adorent, ceux qui le détestent. Euh, Même ceux qui les détestent comprennent quels sont les obstacles que cela nous pose. Et c'est toujours important de comprendre les risques. Donc, commençons. Passons, s'il vous plaît, à la prochaine diapositive. Avant d'y nous plonger, parce que nous avons énormément de choses à aborder, et permettez-moi de vous dire que la question est enregistrée, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site socialprotection.org pour voir la présentation. Si vous avez des liens intéressants à partager, n'hésitez pas. Mais si vous avez des questions, veuillez, s'il vous plaît, utiliser la partie questions-réponses qui se trouve en bas de vos écrans. L'interprétation simultanée est disponible en français, espagnol, portugais et en anglais. Vous la trouverez dans la partie interprétation, soit les comptes du monde, soit les trois comptes. Vous pouvez activer le bouton CC pour avoir les sous-titres. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous donner une vue d'ensemble rapide de ce à que vous devez vous attendre pour aujourd'hui. Nous avons la bienvenue, la remarque d'ouverture, suivie par la mission du pôle IA, et comment cela pourrait vous soutenir, et quel est son rôle. Et par la suite, nous passerons au produit de la connaissance que nous avons développée déjà, c'est-à-dire l'innovation responsable en matière d'IA dans la protection sociale. Et pour le mieux comprendre, nous verrons des apps sur le terrain, dont un exemple du Pakistan, suivi par un panel d'experts où et les experts partageront de différents points de vue de façon approfondie et finalement, nous clôturerons la réunion avec la partie questions-réponses avec les participants et finalement, nous le clôturerons. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les remarques d'ouverture viendront de la main de Rodrigo et je suis sûre que vous l'avez déjà rencontré dans le passé. Il est une des luminaires de la transformation numérique. Il a travaillé pour l'OIT au Brésil. Euh, il a occupé des rôles de direction, a modernisé les opérations de protection sociale au Brésil. Donc, je vous passe la parole, Rodrigo, pour sa remarque d'ouverture. Merci beaucoup, Valentina. Je suis inquiète parce que votre présentation non seulement s'élargit de plus en plus, mais cela met la barre assez haute pour moi. Je vais commencer à réagir à la provocation initiale de Valentina par rapport à cette division entre ceux qui détestent, qui haïssent la IA et les autres. Et je pense qu'il y a une troisième possibilité, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent qu'il y a est quelque chose d'incontournable, même si nous l'adorons ou si nous la détestons, elle est là. On ne peut pas la contourner. Donc, subjectivement parlant, ce que nous devons faire, c'est d'objectivement continuer avec l'expérimentation et avec le tout parce que c'est la seule façon de d'aborder le père ou l'impact. Permettez-moi de présenter deux diapos qui vont plus ou moins organiser mes pensées. C'est quelque chose qui sera utile si j'arrive à le gérer. Je pense que je me trouve toujours de l'autre côté. Est-ce que ça marche? Non, cela marchait bien avant, mais maintenant, cela est revenu vers OK. Et maintenant?
Oui, ok, parfait. Date après est une société étatique assujettie aux droits privés, mais cela dépend du gouvernement. Et cela nous permet d'organiser l'information et de la rendre accessible à la société brésilienne. Nous avons eu 51 ans en novembre dernier et nous travaillons dans le domaine de la protection sociale et nous avançons vers d'autres domaines. La société est assez large. Nous avons énormément de données et des équipes, mais je ne vais pas m'y attarder. Donc, à présent, l'idée, c'est de travailler vers la consolidation de ce que nous appelons l'infrastructure de données nationale. Voilà les premiers points. Tous les pays font face au défi d'organiser leur infrastructure de données et la protection sociale y joue un rôle clé visant à intégrer dans tous les autres aspects qui constituent l'infrastructure des données. Et sans l'organisation des données, et peut-être c'est mon message premier et plus important, sans organiser les données, vous ne pouvez pas faire l'IA parce que l'IA est extrêmement dépendant de la qualité, de l'accessibilité, de l'organisation des données. Et si je dis vous, cela ne veut pas dire les institutions de protection sociale. Je fais allusion plutôt aux sociétés et au gouvernement, mais de toute façon, nous y jouons un rôle important. Il y a de différents systèmes de données. Au Brésil, nous en avons le social, le territorial, les aspects économiques, la question de la gestion santé, éducation, protection sociale, assistance sociale, sécurité sociale. Et tout cela doit être dûment organisé et interopérable. Permettez-moi de vous donner un exemple de comment ça marche. Dans la prochaine diapositive, nous en verrons, c'est-à-dire le programme de bénéfices et qualification de données où nous organisons les différents types de données provenant de différentes sources. Nous les validons pour garantir qu'ils soient conformes au règlement et nous garantissons la pertinence. Nous améliorons les données, nous garantissons la disponibilité, c'est-à-dire qu'il soit possible de les appliquer, quoique et où que ce soit nécessaire, et que cela fournit des services personnalisés pour les citoyens et qu'ils soient conformes. Tous ces aspects organisent de différentes séries de données pour comprendre où ils appartiennent. Et c'est clé non seulement pour la gouvernance, mais aussi pour mettre en œuvre cette organisation. Et c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour utiliser l'IA. Et nous avons besoin de l'infrastructure pour utiliser les données et pour les utiliser surtout dans un entourage de l'IA. Nous l'avons fait dans plusieurs aspects et nous élargissons notre capacité à présenter. Une des choses que nous sommes en train de faire, c'est de développer des cadres d'IA, c'est-à-dire à partir d'une vision informatique pour des systèmes conversationnels et traitement de langage naturel pour mettre en œuvre des problèmes spécifiques des institutions, clients et éléments spécifiques. Par exemple, nous avons des différents chatbots pour les différents ministères, pour les différentes machines ou documents qui doivent être analysés. Nous, nous utilisons des éléments, par exemple, pour organiser les offres d'emploi et les candidats
ou, par exemple, qui sont les personnes que nous devons vérifier s'ils sont toujours en vie une fois que nous les avons accordé des bénéfices. Et bien sûr, toute la discussion autour de la responsabilité. Nous devons discuter les barrières, la question de la protection de la gouvernance, non seulement pour l'IA conversationnel, mais l'IA en général. L'évaluation constante de ce que vous faites, comme nous faisions avec les autres systèmes auparavant, les autres systèmes avant l'IA, comme nous faisions pour évaluer leur performance. Il n'y a aucune différence entre tous ces systèmes. Et en plus, utiliser la technologie, comme vous l'avez dit, pour la question de la cybersécurité, euh, les cadres pour cette conversation d'IA qui peut identifier des vulnérabilités, des tendances, par exemple, pour des hallucinations assez fameuses. Et ce que je tiens à vous dire, et c'est peut-être mon message final, je vais interrompre les diapos, c'est que une fois que nous comprenons qu'il s'agit d'un nouveau niveau de ce que nous faisons, d'un nouveau niveau technologique qui qu'entraîne les mêmes problèmes inhérents que dans le passé. Peut-être avec plus de questions concernant la confiance. Mais permettez-moi de vous rappeler que les biais, les erreurs et les fraudes sont des choses que nous discutons ces 30 dernières années dans le contexte de fonctionnaires publics ou des messages qui ont été mal utilisés. Il n'y a pas de différence inhérente entre ce que nous faisions dans le passé et ce que nous faisons au présent. Peut-être la seule exception soit que tout se passe plus vite maintenant, mais comme ça, c'est plus vite de faire des erreurs, mais de les corriger également. Même si je reconnais qu'il s'agit d'un élément de discussion important, la question ou les questions de confiance ont été augmentées avec toutes ces discussions de Et ne pas faire confiance à l'intelligence artificielle peuvent nous dévier de ce qu'on devrait vraiment faire. C'est-à-dire, il faut toujours mettre en question ses affaires, il faut toujours le comparer avec la vie réelle. Et comme ça, on aura des bons résultats et évaluer vraiment quels sont ces résultats. Merci beaucoup, Valentina. Merci tout le monde de m'avoir reçu. J'espère vous revoir d'ici très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci, Rodrigo, de nous avoir poussé à mettre en question ces sujets et merci beaucoup. On continuera à discuter plus tard. Voilà, le message principal est vraiment que cela est inévitable. Ça avance très vite. On ne peut pas tout contrôler. On- il faudra travailler ensemble pour faire face à cette affaire. On sait que l'IA peut nous aider avec la protection sociale. Donc, on est ravi de passer le microphone à Ralph d'ici une minute, mais avant, on va avoir une petite enquête pour tout le monde. Vous allez voir un code QR sur l'écran. Vous allez aussi avoir un lien qui va être partagé sur la messagerie. Donc, vous allez avoir l'impression de pouvoir participer. Et la question est, que ressentez-vous à propos de l'IA dans la protection sociale? Vous aurez plusieurs options. Vous pourrez cliquer sur le lien, vous pourrez cliquez sur le lien aussi sur la messagerie ou bien scanner le code QR pour accéder à cette question. Et si on
Puis on verra, d'ici très peu, on verra les réponses qui vont s'afficher sur l'écran. Donc, je me demande si vous pouvez voir les questions. Sinon, vous pouvez utiliser la messagerie et nous laisser des mots. Je pense que vous devriez voir la question de votre côté. OK, formidable. Que ressentez-vous à propos de l'IA? Oh, voilà, il y a beaucoup de résultats. C'est formidable. Je pense que le mot le plus grand que je peux voir, c'est peur. Je pense que c'est écrit en majuscule, mais il y a pas mal de sentiments. J'ai vu pas mal de mots. Il y a des mots qui vont avoir un grand impact. Je comprends bien cette situation. Je pense que cela peut avoir un impact au niveau de notre secteur. Je peux voir confusion, je peux voir direct, optimiste, je peux voir révolutionnaire. Bon, il y a pas mal de mots où clairement, ça c'est un sentiment assez basique, c'est une analyse assez basique de base, mais il y a pas mal de sentiments qui sont positifs. Donc, je pense qu'il faut être optimiste par rapport à ça, mais il faut toujours faire attention à ce qui se passe et à se protéger. Donc, je pense que maintenant, on peut clôturer cette partie et peut-être on peut faire une capture d'écran pour garder ces mots dans la mémoire. Donc, je vais passer la parole à Ralph. Il fait partie du programme de protection et il est aussi le directeur ou plutôt le cœur de cette initiative. Donc, on a pas mal de personnes derrière qui sont en train de travailler sur cette initiative pour aller de l'avant. Donc, je vous passe la parole, Ralph, pour nous raconter à quoi on doit s'attendre d'ici très bientôt. Oui, merci, Ralph. On a 7 minutes. Oui, je sais. Merci, Valentina. Donc, merci beaucoup de ces mots, de m'avoir nommé comme le cœur de cette initiative. Je sais qu'on est en train de travailler au niveau de plusieurs secteurs pour soutenir la transformation numérique. Donc, cette convergence fait partie de la protection sociale. Donc, nous, depuis le pôle d'IA, on partage ses pensées. L'IA est déjà là et elle est assez prometteuse, mais il y a aussi des risques. Donc, l'idée de se réunir en tant qu'institution est de soutenir les institutions en matière de leur capacité pour tout ce qui est en rapport avec la protection sociale en matière d'IA d'une manière responsable, souveraine et consciente des risques. Donc, on est en train de travailler ensemble pour assurer la protection sociale. C'est quelque chose, c'est ce qu'on peut contribuer depuis notre travail avec l'IA. On est en train de faire une utilisation en toute sécurité pour les personnes, pour les bénéficiaires dans chaque pays. Alors, à quoi ça consiste l'IA Hub? Donc, c'est un partenariat mondial qui soutient l'utilisation de l'IA, mais ça la met en question aussi. Ça fait partie de notre travail. Donc, on est en train de bien évaluer les problèmes et de trouver une bonne façon de l'aborder. Ça fait partie d'une initiative de convergence numérique. On est en train de travailler dessus depuis quelques mois. Ça continue à avancer. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu c'est ce qu'on est en train de faire. On veut faciliter une utilisation novatrice, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des préconditions, il y a des choses à tenir en compte. Donc, on est en train d'interagir avec des gouvernements afin de assurer la souveraineté. Alors, comment est-ce qu'on travaille? On a des piliers, des axes de travail. Alors, d'un côté, on est en train de travailler sur le partage des connaissances en matière d'IA.
Donc, par exemple, notre webinaire est un exemple. On travaille aussi sur le public numérique. On fournit du soutien au pays directement et on travaille sur nos propres capacités. Le soutien au pays du pays pour le gouvernement est fourni par un groupe d'experts au niveau mondial. C'est des participants qui font partie des organisations qui contribuent à notre travail. Comme vous avez déjà vu, ça fait partie aussi, il y a des partenaires qui sont ici avec nous et aussi on fournit des services pour le pays d'une manière ciblée et en respectant les délais. Donc, on essaye de répondre à toutes les questions. On offre un service d'avis sur le moyen terme. On le fait d'une manière interactive avec le gouvernement. Il peut y avoir des questions liées aux politiques, mais aussi il peut y avoir des questions techniques. Le soutien des pays au gouvernement en matière d'IA, pour cela, on tient en compte pas mal de critères. Donc, cela doit venir vraiment du gouvernement. C'est un contexte dans lequel on va offrir un soutien sur le long terme sur site. Alors, on pourra avoir, par exemple, un programme de partenaires de développement. On aura une mise en œuvre de cette transformation. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre à l'œuvre ces pratiques et que ce ne soit pas seulement un service d'avis, mais plutôt quelque chose qui puisse être utilisé dans la pratique. Donc, parfois, on a participé dans des cas où l'engagement de la part du gouvernement était vraiment impliqué. Donc, on pense qu'il y a différentes utilisations de l'IA, il y a différents niveaux de risque, il y a différentes applications. Et ça va vraiment dépendre du contexte. Et comme ça, on pourra vraiment équilibrer les risques et les avantages de l'utilisation de l'IA pour mettre au profit notre potentiel. Donc, si vous voulez contacter le AI Hub, le Hub IA, et vous voulez obtenir d'avis, vous voulez obtenir des conseils pour votre pays, vous voulez vous connecter avec des partenaires, vous pouvez scanner le code QR et vous pouvez nous contacter. On pourra interagir avec vous. Merci beaucoup, Valentina. Je vous passe la parole. Bon, formidable, Ralph. Vous avez été génial. Merci. Donc, si vous avez des questions aujourd'hui, vous pouvez, vous pouvez le laisser dans la section de Q&A. QA. Donc après, on aura l'occasion de faire un petit aller-retour et vous allez recevoir des réponses. Vous pouvez utiliser la section Q&A. Donc maintenant, on commence à aborder l'affaire vraiment dans toute sa profondeur. Alors, l'une des principales choses qui se sont passées, c'est que on a trouvé des éléments assez fondateurs pour mieux comprendre comment l'IA et le Hub IA fonctionne. Donc, on a eu une équipe d'experts qui ont travaillé sur différentes capacités. On va parler avec eux d'ici quelques minutes. Mais comme vous voyez ici, il y a des éléments fondamentaux qui vont nous aider et qui vont continuer à fonctionner d'ici au futur. Donc, on a eu un processus où tout le monde a participé. Et comme vous pouvez voir ici, on a un cadre de travail définitif pour le Hub AI. On a eu des cas d'utilisation qui ont été presque 99 cas. Donc, on a évalué quels ont été les risques. On a vu comment on peut opérer au niveau de chaque pays. Il y a un document que vous pouvez voir là par rapport aux risques et aux protections potentielles. Donc, il y a pas mal de sous-documents qui vont être liés à ces documents. On aura des outils d'évaluation pour que les pays puissent en profiter. Puis, on aura un document sur les principaux risques
par rapport à la souveraineté des données et au risque en matière de protection des données en rapport avec l'IA. Donc, on va y approfondir plus tard. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais passer la parole à Tom qui va vous donner un petit aperçu de ce qui se passe avec ces produits. On va voir sur quoi ils sont en train de travailler. Donc, on va mieux comprendre la situation. C'est à vous, Tom. Pour ceux qui ne connaissent pas Tom, il est le CEO et le conseiller, le directeur en conseil de impact de marché. Donc, il a travaillé sur des affaires liées à l'intelligence artificielle depuis longtemps. Merci beaucoup. Merci, Valentina, de cette présentation. Je suis vraiment ravi d'être ici aussi. Je vais vous donner un petit aperçu de ce qui se passe avec l'innovation responsable en matière de protection sociale. Donc, c'est un plaisir de représenter ce travail. Donc, je vais vous présenter le cadre de définition du hub de l'IA. Donc, c'est quelque chose c'est des données qu'on a obtenues après la révision des évidences. Donc, on était vraiment confus par rapport à ce que c'était vraiment l'IA. Quelle est la gouvernance requise pour les différents types d'IA? Et pour mieux comprendre les systèmes et comment prendre des bonnes décisions. Donc, on a passé en revue les 99 cas d'utilisation et on a identifié un cadre de travail qui permet de établir une distinction entre l'automatation et les systèmes adaptatifs, quels étaient l'IA générative et analytique, et on s'est rendu compte qu'il y a une typologie à 3 niveaux qui classifie le système selon son fonctionnement. Donc, il faut s'assurer que on ait un langage opérationnel partagé pour mieux comprendre le système aujourd'hui et demain et pour comprendre quelles sont les exigences au niveau du gouvernement. Donc, d'après notre typologie, il y a pas mal de systèmes IA qui sont en train de fonctionner. Donc, on a identifié 14 clusters fonctionnels au niveau de 4 chaînes de prestations et 33 capacités compatibles avec l'IA. Donc, on a identifié des vulnérabilités, on a fait des évaluations en matière de besoins, on a fait des cartographies, on a fait des prévisions. Et ces outils ont été utilisés pour mieux concevoir des programmes et pour prendre des décisions plus efficaces, notamment en ce qui concerne lisibilité pour le soutien et dans le cas de la reconnaissance de documents pour les évaluations croisées et d'autres outils pour la supervision humaine. Donc, on a essayé d'utiliser des services pour assurer un bon fonctionnement et on a utilisé aussi des systèmes de communication pour des notifications qui puissent être explicables. Et donc, nous voyons que l'IA est utilisée partout dans la planète, dans le pays à haut et à bas revenu. Et voilà le type de typologie qui vise à trouver un langage commun nous pouvons utiliser où cela appartient dans la chaîne de fourniture de services. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Si nous nous éloignons de la typologie et que nous faisons attention à cette révision où nous avons identifié des cas d'utilisation qui vont de 2020 à 2025. Et c'est inclusif pour les pays à bas revenu et à moyen revenu. Il y a encore des cas dans les pays à haut et à moyen revenu. Et cela inclut des systèmes probabilistiques et pas de l'automatisation
de routine. Et ce que nous voyons, c'est que dans des contextes à bas revenus, l'IA vise la vérification biométrique. Et la clé, le principal risque ici, c'est l'intervention parce que ces outils sont utilisés pour embaucher. Dans d'autres contextes, nous voyons une utilisation différente, c'est-à-dire dans des éléments plus gérés. Les pays utilisent l'IA pour des outils pour cas d'emploi, pour les entraîner pour le développement de capacités, etc. Et le problème ici, c'est le manque de clarté et les décisions automatisées. Et ce diapo montre une différence entre les pratiques administratives dans des écosystèmes parce que dans quelques sociétés, il n'existe pas l'habitude d'utiliser ces outils parce que parfois ils n'ont pas de système de base de données. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Encore une fois, à travers la chaîne d'approvisionnement de provision de services, nous voyons que les pays passent de proxys statiques vers un système plus dynamique, c'est-à-dire des images satellites. Et il y a une croissance rapide dans les actions anticipatoires, y compris dans les actions climatiques de conflit. Pour la vision informatique et tout spécialement la biométrie pour dédupliquer et faire de l'authentification. Ça, c'est dans 21% des cas où la IA est utilisée pour prendre des décisions de façon critique parce que ce système contrôle de façon directe l'accès aux bénéfices. Et ces dernières années, nous avons vu l'émergence de l'IA générative, mais ces cas sont toujours assez récents. Il n'y a pas autant d'informations publiques disponibles. La plupart des cas d'emploi d'IA appartiennent à l'IA traditionnelle ou standard. Prochaine diapositive. Une fois que nous comprenons où se trouve l'IA dans le contexte social, nous devons comprendre les risques. Et cela fait partie du développement, c'est-à-dire du cadre de sauvegarde. Et c'est pour cela que je soutiens qu'il s'agit d'un fossé, d'une lacune assez large. Parce que le gouvernement met en œuvre les IA, mais il ne sait toujours pas si le système est sûr pour continuer ou pour avancer. Donc, il faut identifier 5 sources de risque tout au long de la vie de l'IA, c'est-à-dire risque de modèles, les modèles, le risque organisationnel et de gouvernance opérationnelle, la redevabilité qui n'est pas claire, le risque opérationnel, la vulnérabilité autour de la sécurité et de la souveraineté dans des entourages dans le cloud. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà la méthode d'évaluation des risques et de qualification. Nous devons développer une boîte à outils pour permettre au pays d'évaluer les modèles. Donc, à partir de cela, la boîte à outils nous fournit de l'information sur l'évaluation intrinsèque de risque pour évaluer
les risques réels, le facteur de multiplication des risques, la confiance publique dans le contexte, parce que cela est très important par rapport à combien un système est sûr ou pas sûr. Il faut documenter quels sont les risques encourus. Et il faut les documenter pour que les pays puissent prendre une décision informée ou pour décider s'ils peuvent passer de l'étape de pilotage au modèle live. Aujourd'hui, nous avons des données pour décider si c'est sûr ou non. Comme Valentine l'a dit, les prochaines diapos parlent sur le fait que l'IA dépend des données qui normalement se trouvent hors les frontières. Et surtout, c'est vrai pour les pays à bas et moyens revenus. Et la question est, c'est qui contrôle les données, les modèles, les décisions et les comportements du système et des décisions qui affectent la vie dans le pays. Donc, ce diapo montre une orientation pour avoir le contrôle pour la prise de décision. Nous voyons ici trois axes, dont le premier est la sensibilité de données, c'est-à-dire le plus haut de la confidentialité des données, le plus haut l'obligation souveraine de garder le contrôle juridique et opérationnel. Et cela aide aussi à identifier le modèle informatique, les demandes informatiques. Normalement, les outils et les genres prédictifs peuvent être exécutés dans des serveurs gouvernementaux de tous les jours, mais d'autres nécessitent d'une capacité informatique qui est fournie par le fournisseur de services dans le cloud mondial. Et cela permet au gouvernement de trouver les modèles de hosting pour avoir la sauvegarde et déterminer quelles procédures peuvent être hébergées localement et quelles autres ne peuvent pas l'être. Les pays peuvent aligner ce développement dans ce contexte. Et finalement, la souveraineté porte sur la faisabilité. Les systèmes d'IA ne peuvent pas avoir la confiance du gouvernement si le gouvernement ne contrôle pas l'accès des données. Je reviens vers Valentina pour qu'elle puisse nous parler de la dernière diapo. Bon, c'est bien que vous avez dépassé les 8 minutes qui vous ont été accordées parce que vous avez parlé de choses très importantes. Je pense qu'un des mots-clés que vous avez utilisé, c'est des outils actionnables, c'est-à-dire ce ne sont pas des outils qui sont assis ou dans le comptoir, mais qu'il permet au pays de prendre des décisions assez complexes par rapport à la façon d'utiliser ou de ne pas utiliser ces outils d'ici l'avenir. Merci Thomas, je passe la parole à Rob qui est en fait l'auteur de la dernière pièce sur la souveraineté des données et qui parle de cas d'emploi de l'IA en Pakistan et de l'informatique quantique. La parole est à vous. Robert, vous avez 10 minutes, donc si vous pouvez faire plus vite, il serait très bien, mais sinon, c'est pas grave. OK, merci Valentina. Est-ce que les diapos s'affichent bien? OK, parfait. Merci tout le monde. Je m'appelle Robert Worthington, je suis analyste commercial senior, je travaille chez Quantum et je vais partager quelques infos sur le travail que nous avons mené au Pakistan.
Au Pakistan, nous travaillons étroitement depuis quelques années avec le programme de protection sociale adaptive qui dirige Johanna Knoss, qui consiste à créer des ponts de la protection sociale ou la gestion des risques de désastres et d'adaptation au changement climatique. Cela entraîne le travail avec des partenaires clés, des agences de la protection sociale provinciale et des agences de protection sociale et bien d'autres. Comme vous le savez, je suis sûre, il y a des inondations récurrentes qui menacent le Pakistan à présent. Les inondations de 2022 ont été les pires de l'histoire pakistanaise qui ont nuit à 33 millions de personnes et ont pris la vie de 1700 individus. Et et les prévisions à long terme montrent que cela va être de plus en plus régulier. Conséquence, les partenaires ont décidé de récolter des données pour les programmes de protection sociale et anticipatoire autour de ces inondations. Mais nous avons identifié un principal défi, c'est-à-dire que les systèmes qu'utilisent les autorités provinciales peuvent nous donner 1 ou 2 jours d'avance sur le phénomène, mais c'est pas suffisant pour donner une bonne réponse. Donc, par conséquent, nous avons regardé l'utilisation de l'IA pour la prévision des inondations. Un des projets a été développé par Google Research et lié aux 2 modèles d'IA, dont le premier est le modèle hydrologique qui se base dans des sources de données telles que les précipitations et d'autres. Donc, l'objectif, c'est de prévoir le volume de l'eau qui ira vers les corps d'eau. Et le deuxième modèle, c'est le modèle des inondations qui utilise l'information des corps d'eau qui vont bouger vers d'autres corps d'eau. Cela nous permet de comprendre quelles zones vont être affectées par l'inondation. Et un des résultats de ce modèle, c'est GeoJSON, qui nous permet de comprendre les probabilités d'affectation par les inondations d'une zone spécifique. Et ces 2 modèles permettent de générer des 1000 pièces d'information qui nous donnent une fenêtre de 7 jours d'action. Et cela valide la précision de ce modèle en général et cela permet de comparer avec d'autres modèles. On a une prévision de 5 jours générée par ce modèle qui peut avoir presque la même précision que la prévision d'autres modèles. Donc, c'est vraiment formidable et c'est une véritable innovation. Selon Google, en ce moment, Google héberge, fait fonctionner et optimise ses modèles et il s'assure que les résultats soient disponibles à travers d'une appli, un site web et à travers le site web de Google. Sur l'image, on peut voir presque 2400 mesures virtuelles que ce modèle a générées pour Pakistan. Pour comparer cela avec les mesures physiques, on s'est rendu compte que le Pakistan a environ 90 mesures physiques des rivières qui sont utilisées pour surveiller les flux actuels. C'est plutôt situé dans les rivières les plus grandes. Donc, c'est ce qu'on peut voir, c'est que l'IA est en train de
gérer et de traiter d'une manière un peu plus efficace au niveau du budget pour la couverture, pour les analyses des rivières plus petites et pour les zones les plus éloignées. En bas, on peut voir un exemple des données qui sont fournies pour une mesure. Et à gauche, vous pouvez voir un graphique qui montre les prévisions historiques et futures, un mètre cubique, un mètre cube. Et aussi, on peut voir des périodes calculées à partir de 2, 5 ou 10 années pour un site en particulier. Dans cet exemple, on peut voir que les prévisions ont déjà dépassé la période de 2 à 5 ans. Donc, aussi, on peut voir aussi à droite la quantité des polygones en bleu foncé, ce qui indique les zones qui vont être probablement inondées. Donc ça, c'est le type de données qu'il nous faut pour prendre les mesures nécessaires et pour avoir en place des programmes de réponse rapides. Afin de mettre en pratique ce modèle, on a créé une application comme prototype qui a été conçu pour obtenir de nouvelles prévisions. Cela va nous permettre de gérer des désastres au niveau des provinces, des districts et dans d'autres endroits au Pakistan. Et en faisant cela, on pourra avoir des mesures qui vont nous permettre de démontrer comment le modèle peut s'adapter au flux de travail actuel. L'idée n'a pas été de remplacer d'autres modèles et d'autres systèmes, mais plutôt de fournir une alerte vraiment efficace. Donc, pendant qu'on validait les données de prévision, on a eu des inondations au Pakistan. Donc, après discuter par rapport à ça, on a pris la décision que c'était mieux de avertir le PDMA sur les inondations extrêmes qui ont été prévues par le modèle. Cependant, on a bien clarifié qu'on n'était pas encore capable de vérifier la précision des prévisions. Donc, la PDMA avait évalué la situation et l'administrateur local a pris la décision d'évacuer des maisons dans la zone en péril. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a eu 4 maisons qui ont été évacuées avant la destruction de leur foyer. Donc, il y a des résultats vraiment prometteurs. Je pense que ce processus de valider la précision du modèle est un peu compliqué. Donc, on a eu des conversations avec l'équipe de recherche de Google et on a développé une méthodologie pour valider les prévisions en utilisant des données historiques et des mesures physiques des rivières. Cependant, cela a posé un véritable défi parce que comme j'ai déjà dit, il y a 90 mesures de rivières physiques dans le Pakistan, mais la numérisation de ces données était assez basique. Donc, on a eu des données en PDF qui montrent les mesures pour un jour et pour un horaire en particulier. On a pu obtenir des données sur 19 de ces mesures qui ont été situées à 1 ou 2 kilomètres des mesures virtuelles. Mais de ces 19, on a pu trouver uniquement 8 points de données dans une période de 5 jours. Alors, en analysant cet ensemble de données assez limité, on a eu un panorama un peu mélangé. Cependant, pour les autres 12, les prévisions n'étaient pas bien reliées avec les données. Donc, on n'a pas eu de résultats assez précis. Cependant, Google Research s'est montré disposé à améliorer le modèle. Donc, on a essayé d'utiliser une espèce de forum, un repositoire, un répertoire avec des données. Et si Pakistan et d'autres pays sont d'accord à partager ces données à partir de ces répertoires, on pourra partager le modèle. Cependant, en ce moment, le gouvernement du Pakistan n'est pas disposé à le faire. Alors, c'est ce qu'on a fait, c'est on a mis le projet en attente pendant qu'on évalue les prochaines étapes à suivre. Donc, il y a 3 options à considérer. D'abord, on a le développement africain. La Banque de développement asiatique est en train de s'intéresser à un programme qui se focalise sur le problème de élargir la prise en charge des mesures de la rivière en créant une base de données numérique
pour les données. Cela va nous permettre de améliorer nos données, mais ça va prendre plusieurs années pour le mettre en pratique. Puis, on peut évaluer des méthodes de validation plus localisées et basées sur les communautés, et cela va demander de développer des mécanismes de retour au niveau communautaire et va nous permettre de mieux approfondir sur le fonctionnement de ce modèle. Finalement, Google Research a lancé un modèle en tant qu'open source, ce qui peut permettre au gouvernement de Pakistan d'améliorer leur propre modèle. Donc, il faut continuer à évaluer cette situation. Alors, ça a été un projet vraiment intéressant et je pense que ça a été l'un des projets avec le plus de potentiel pour l'appliquer dans notre pays. En plus des défis qu'on a dû évaluer. Il y a d'autres leçons qu'on a pu apprendre. Donc, on va voir un peu plus tard. C'est ce que Thomas va nous dire par rapport à ça. Deuxièmement, on s'est rendu compte que les investissements dans un prototype ont été vraiment critiques pour démontrer la faisabilité de ce programme. Donc, il y avait un niveau de numérisation assez basique. Il y a eu des concepts comme l'IA qui a été vraiment neuf et avoir un prototype qui démontre comment adapter cela au niveau de cadre de travail était quelque chose qui avait vraiment un grand potentiel. Puis, depuis un point de vue de la protection sociale, le risque de se tromper ou avoir des données erronées était assez grand. Donc, on a essayé d'encadrer cette situation dans le secteur de la gestion des désastres. Donc, parce que s'il y a une erreur, cela peut entraîner un grand problème pour les personnes qui sont en train d'évacuer et ça peut mettre en péril notre risque de réputationnel. On peut aussi faire face à des coûts assez élevés. Donc voilà, on a vu qu'il y avait des avantages de mettre en pratique ce modèle sur le cloud et on a essayé de auto-héberger ce système. Alors on s'est posé la question, on a évalué si Pakistan peut faire confiance à la technologie des États-Unis et d'autres affaires. Bon, merci Valentina. Je pense que la dernière question que vous avez posée est très importante. Donc, merci d'avoir partagé ces cas d'utilisation. On a vu qu'il y a pas mal de cas similaires et ça peut nous permettre de mieux comprendre la situation. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va passer à notre section de panneaux. Alors, j'espère que tous les participants vont être ici avec nous. Donc, on a Rodrigo Assumpção qui va nous rejoindre de nouveau. Donc, je suis ravi d'avoir aussi Teresa Barrio Traspaderne qui travaille sur les droits humains et les technologies les plus innovatrices. Et elle est en train de partager toutes ses pensées dans ce panneau. Donc, on aura aussi Raoul Rugia-Frick, on aura aussi Ragar Kiati, du côté du réseau des institutions de sécurité sociale, qui a travaillé sur la transformation numérique depuis longtemps et qui a travaillé au niveau de plusieurs pays par rapport à la gestion des risques. Donc, on a eu des contributions vraiment, vraiment utiles, notamment celle d'Isa qui a essayé de travailler sur des sujets liés. On a eu Raphaël Duto, qui est un partenaire de la DCI. Il travaille dans l'Agence de développement de l'emploiement du développement social au Canada. Il travaille sur la prestation de services et la modernisation des avantages. Il a beaucoup travaillé sur la gouvernance des données et aussi avec l'IA. On a notre expert. On a aussi Arar Kiati qui travaille avec l'Agence de soutien social national et qui a commencé une collaboration avec le Hub IA pour la protection sociale en essayant d'évaluer un cas d'utilisation de l'IA au Maroc. Donc, peut-être on peut enlever les diapositives, comme ça on peut avoir tous les participants avec nous. Alors, clairement, votre rôle à Amnesty Tech est de s'assurer que le droit humain soit respecté pour adopter de nouvelles technologies. Donc, je me demandais,
Qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport aux discussions sur l'adoption de l'IA et par rapport à la protection sociale? Est-ce qu'on est bien acheminé et sinon, pourquoi pas? Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une très bonne question, c'est très important. Je pense qu'on est en train de parler beaucoup de l'innovation et de l'efficacité, mais ce qui est vraiment important, c'est si ces systèmes vont respecter les droits humains. Donc, on est tous d'accord sur le fait qu'on veut avoir des systèmes de protection sociale qui soient respectueux, qui soient justes et inclusifs. Mais comme j'ai déjà dit, le discours actuel sur l'IA donne la priorité à l'efficacité et pas au droit. Parce que les gouvernements sont à la dépêche pour adopter des systèmes opaques qui excluent les groupes vulnérables, qui augmentent le niveau de discrimination contre les groupes marginalisés, comme les communautés racialisées, les personnes en déplacement, les personnes handicapées, les individus LGBTQ et aussi les personnes qui sont dans une situation de pauvreté, les communautés indigènes, etc. Donc, il y a un manque de transparence qui va à l'encontre des processus et des solutions pour les victimes afin de mieux aborder ces risques. Donc, il y a aussi des risques en matière des algorithmes et ça va aller à l'encontre aussi des notations sociales. Et cela est vrai pour les minorités mondiales ou les pays du nord global, dont les systèmes sont en train de faire face à plusieurs défis. Par exemple, en Danemark, on a eu des recherches d'Amnesty International à partir desquelles on s'est rendu compte qu'il y a des autorités qui ont détecté des algorithmes de détection de 60 fraudes. Donc, cela peut avoir un impact assez négatif sur les machines de surveillance et ça peut poser des problèmes au niveau des systèmes. Donc, on a eu aussi des exemples similaires en Suisse où il y a des algorithmes qui ont identifié des problèmes avec des femmes et des personnes avec des antécédents de l'étranger. On a eu aussi des fraudes, on a eu aussi des investigations évasives. Il y a des exemples similaires en France. Donc, la solution serait d'adopter un cadre de travail basé sur le droit qui soit basé sur les principes de la transparence, la participation et la responsabilité. Il y a trois principes généraux qui peuvent nous permettre de mener à bien cela. Donc, d'abord, il faut évaluer le niveau de risque et de dommages. Deuxièmement, il faut bien identifier les systèmes qui ont posé ces dommages. Et troisièmement, il faut trouver dans quelle mesure le système a été discriminatoire depuis sa conception. Il faut bien établir des limites. Et c'est ça, c'est ce qu'on est en train de demander à Amnesty International pour mieux mettre à l'œuvre les droits humains lors de l'évaluation de l'impact. Il faut prendre en compte cela pendant tout le cycle d'implémentation. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour l'instant. C'est ça le message qu'on voulait entendre. C'est ça, c'est ce qu'on a fait. Voilà les principes que vous avez mentionnés. Ce sont les principes qu'on est en train de mettre à l'œuvre en ce moment. On est en train de travailler dessus. C'est juste le début d'un processus qui devrait avancer de manière permanente. Donc, je vais passer la parole à Raoul Frick qui va nous faire part de ses propres pensées. Donc, votre organisation a beaucoup travaillé par rapport à ça, en train d'évaluer le contexte de l'IA afin d'assurer une bonne transformation. Alors, depuis ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'utilisation augmentée de l'IA et qu'est-ce que vous avez à partager par rapport à cela? C'est un plaisir de faire partie de ce panel intéressant. Je pense que la mise en œuvre de l'IA suit la mise en œuvre des technologies et je reprends le concept de Rodrigo par rapport au cas d'emploi parce que l'IA
suit la mise en œuvre des analyses de données. Et nous avons déjà vu des cas d'emploi intéressants en 2019 avant la pandémie, spécialement tout type de cas d'emploi, y compris le chatbox, la première génération de chatbox et les analyses utilisées pour identifier les codex au Canada. Et ce que nous voyons à présent, c'est que les institutions qui étaient à l'avant-garde sont les institutions qui ont énormément d'expérience avec les technologies et gérées par les données. Ces institutions ont identifié les valeurs dans lesquelles l'IA peut complémenter ce que nous faisions déjà. Parce que c'est important, les histoires et les expériences de réussite qui sont complémentaires aux activités des institutions. Donc, les principaux types de cas d'emploi que nous avons vus, y compris l'amélioration de fourniture de services, des chatbox plus sophistiqués, le personnage artificiel ne sont pas seulement à l'écrit, mais il y a des personnages assez sympas qui vous parlent directement. De tout cela est utilisé pour améliorer la qualité des services. Et cette institution trouve les autres valeurs qui résident dans ces applications. Et pour moi, c'est un point important. Et pour finir en beauté, je dirais que quelque chose qui me surprend de façon positive, c'est la croissante sophistication des solutions et les connexions et l'interaction entre l'IA d'une façon qui est pionnière. Et nous voyons maintenant une deuxième ronde, une deuxième, troisième génération d'expérience et les institutions qui ont commencé avant la pandémie ont pris les expériences des premiers essais et poursuivent à développer des solutions plus adaptées à leurs besoins qui, au bout de compte, c'est la chose la plus importante pour le cas d'emploi de l'IA. Et nous espérons que les pays qui se trouvent dans la deuxième partie, la deuxième vague d'apprentissage, et les autres doivent comprendre l'importance pour les gouvernements parce que sinon, ils vont rater la question de la redevabilité, toutes les choses dont nous avons parlé. Quelque chose d'extra à apprendre des expériences est clé et pour les participants, Valentina vient de partager un rapport sur lequel nous travaillons pour aller plus vite, mais cela sera le sujet pour la prochaine ronde de discussion. Fantastique. Et avec ceci, je passe la parole à Raphaël. Bien sûr, vous avez soutenu le Hub IA dès le début. Donc, à partir de vos expériences au Canada, un pays à haut revenu, comment votre organisation se rapproche de l'IA? Que direz-vous qui est clé pour développer et pour bien profiter de l'IA et en même temps maintenir les sauvegardes pour ne pas tomber dans le crochet? Quels sont les défis pour une adoption inclusive de l'IA, surtout pour servir au public? Quelle question fantastique! Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je n'aurais pas pu le dire de meilleure façon. Une des choses clés de l'intelligence artificielle, c'est que si l'on compare avec de différents systèmes ou d'autres technologies, c'est que chez l'IA, on peut l'expliquer moins que d'autres systèmes. Par exemple, au Canada,
Pour les Premières Nations, il y a des systèmes assez exacts ou extrêmement exacts. Et les décisions passées étaient biaisées vers ce peuple, ou cela peut venir de lien avec les contextes humains, c'est-à-dire la composante socio-technique. Et dans ce contexte, il est très important d'être au point par rapport à l'IA. Nous devons le mettre à l'essai de la façon correcte. Et pour les droits humains, nous faisons une évaluation et c'est un outil très important pour déterminer les problèmes sociaux. Quelque chose d'autre, un autre souci, c'est un problème numérique ou de chiffres. Je vais vous en donner un exemple du Canada. Le programme de sécurité sociale, une des choses que nous avons remarqué à faire l'évaluation, c'est que les personnes qui étaient associées dans le secteur de l'industrie de la pêche et que cela ajoutait une exception extra à part toutes les exceptions de documents. Ce type d'évaluation nécessite des données provenant de l'extérieur et cela nécessite énormément de puissance qui sera pas forcément grâce au développement de l'IA. Vous devrez couvrir d'autres étapes. Vous devez les ajouter correctement. Et cela nous amène vers la question juridique, parce que cela nous touche dans le domaine, dans les sphères du privé. Nous allons avoir besoin de plus de données. Et c'est quelque chose que les réglementations présentes n'y sont pas préparées. Et c'est très difficile de les mettre à jour au Canada. Encore un autre enjeu, c'est que si vous voulez avoir plus d'adoption de l'IA dans des départements gouvernementaux, il faut avoir plus d'outils numériques. Dans le Zoom, par exemple, est un exemple très répandu et cela permet aux personnes de s'amuser dans des processus gouvernementaux dans cette plateforme. Je pense que le défi le plus grand, c'est de trouver la façon de démocratiser l'utilisation de l'IA. Peut-être j'ai dépassé mon temps alloué. Je m'excuse, Valentina. Non, pas de souci. Peut-être sans le savoir, vous avez répondu déjà à une question qui portait sur la façon d'utiliser l'IA pour aborder les questions et les problèmes de l'exclusion. Et c'est quelque chose que le Canada est en train de faire. Pas énormément de pays le font. Nous voyons plus de cas d'emploi. Peut-être il aurait d'autres cas d'emploi que nous devrions pousser quand nous considérons la typologie. Je vais passer la parole à Rodrigo. Et vous nous avez dessiné une image de la situation au Brésil, mais nous nous demandons comment le pays se prépare pour naviguer les défis qui apportent l'IA comme technologie en visant l'efficacité de la technologie. Je pense que c'est quelque chose
plus ou moins comme ça. Et il y a des erreurs techniques dans l'IA. Si vous parlez des hallucinations, ce sont des erreurs. Et ces erreurs vont être évaluées, discutées et espérons-le réparées. Et par rapport aux biais, il y en a de deux types. Les modèles de politique centenaire. Ah, ce que vous avez souligné ce matin, oui, peut-être que se sont accélérés par l'IA, mais ce ne sont pas des choses nouvelles. Et pour parler de questions de l'identité, si vous avez de la reconnaissance euh, faciale de l'IA, de visage blanc, vous pourrez les distinguer de tout ce qui n'est pas blanc. Et c'est encore un autre type de biais. Mais encore une fois, nous l'avions eu depuis le début de registres sociaux. Et nous avons cartographié les peuples, nous avons découvert après 40 ans que un autre pourcentage de la population n'avait pas ce document. Et finalement, nous avons découvert que le pauvre se trouvait dans des zones très éloignées qui ne connaissaient pas du tout les programmes. Donc, il fallait le repenser pour s'approcher des personnes. Et ce sont des biais qui reflètent l'utilisation de l'IA. Donc, pour nous, à part les questions techniques, OK. Bon, bien sûr, la gouvernance, la sécurité, ce sont des choses à analyser, mais nous devons également analyser le travail de qualifier les données parce que toutes les données ne sont pas égaux, pas de même qualité. Et cela, lui, de façon différente ou affecte de façon différente différentes populations. Et par rapport à l'emploi formel, les données vont être différentes pour une personne qui entre et sort du système formel fréquemment. La technologie, espérons-le, sauf si nous passons vers le scénario de Terminator, la technologie ne se remplace pas et ne remplacera pas les personnes politiques. Et la société a des soucis à distribuer les ressources. La protection sociale n'est pas définie de façon inhérente comme des droits humains. C'est quelque chose pour laquelle nous devons nous battre tous les jours. C'est pas parce que c'est là, s'affiche bien à l'écrit ou qu'il y a les 10 commandements que tout le monde le respecte. Non, il n'y en a pas de commandements. Non, 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 il n'y en a pas. Donc, nous devons en être conscients que la technologie ne remplacera pas ni les politiques ni les personnes politiques. Bon, oui, je vais vous arrêter là avec cette dernière phrase parce que je pense que oui, c'est comme vous dites, la technologie ne va pas remplacer l'intervention humaine. Voilà, c'est ça la réponse à une autre question qu'on a. Est-ce qu'on doit abandonner ces fonctions? Est-ce qu'on doit les laisser dans les mains de l'IA? Non, complètement non. Ça, c'est l'une des principales. Mais oui, allez-y. Oui, Valentina. Human in the loop ne signifie pas que quelqu'un doit abandonner vers la fin du processus.
pas mal de personnes qui pensent que c'est comme ça, mais c'est pas exactement la manière dont on doit aborder ça. Oui, voilà, c'est ça. Et les humains sont en train de douter de leur propre jugement. Donc, ils sont en train de faire confiance à l'IA au lieu d'eux-mêmes, à eux-mêmes. Donc, je pense que c'est un sujet très délicat. Ça va ramener pas mal de discussions. Je sais qu'il y a pas mal de questions ici sur la messagerie. Donc, je voudrais savoir quelles sont les raisons pour lesquelles votre organisation est en train de s'impliquer avec l'IA. Donc, je voudrais savoir quelles sont les prochaines étapes à suivre dans ces... Oui, c'est à vous. Alors, bonjour. Je représente l'Agence nationale pour le soutien social. Donc, le Maroc a beaucoup avancé dans les réformes en matière de protection sociale et je pense que la transformation numérique est fondamentale pour assurer un bon résultat par rapport à cette affaire. Notre mission au niveau de l'agence est de fournir des programmes d'assistance sociale pour avoir des programmes qui puissent inclure 4 millions de foyers et environ 12 millions de personnes au Maroc. Donc, notre principale tâche est de s'assurer que chaque foyer puisse accéder à des services avec dignité et égalité. Comme ça depuis la création de l'agence. Donc, on est en train d'explorer l'utilisation de l'IA afin d'améliorer notre prestation de services, notamment pour ce programme d'assistance sociale qui est un programme à plus grande étendue. Donc, en conséquence de cela, on va gérer une grande quantité de données. On a beaucoup de données qui viennent de différents systèmes. On commence depuis les demandes des citoyens et parfois on a des programmes qui sont basés sur l'argent, sur le transfert d'argent. Donc, on pense que les données sont très utiles pour transformer ces informations en de meilleurs résultats en matière de politique. Ça nous permet aussi d'anticiper les demandes et en même temps, nous, en tant que citoyens, des citoyens du Maroc, nous sommes, nous sommes en train d'attendre des informations plus accessibles, plus claires et plus rapides. Donc, je pense que l'IA peut nous permettre d'obtenir cela. Donc, pour résumer, notre objectif est d'utiliser l'IA comme une technologie pour un programme d'assistance sociale plus inclusif, plus amical envers les utilisateurs, afin de prendre des décisions plus avisées pour des programmes d'assistance et aussi pour mieux concevoir ce programme, de même que pour améliorer l'efficacité au niveau interne en utilisant des équipes internes visant à améliorer l'efficacité au niveau de toute l'agence. Donc, on veut aller de l'avant, on veut avancer soigneusement, on veut avancer avec précaution. On est en train d'établir notre stratégie d'IA qui soit alignée avec les missions de l'agence. Donc, notre deuxième étape sera de travailler pour établir les bases. On a déjà entendu parler de la gouvernance en matière de données, la gouvernance en matière légale. Donc, on doit avoir des bases solides pour mieux approfondir nos connaissances et nos capacités afin de compter avec toutes les ressources internes qui nous permettent de soutenir, développer et aussi de mettre en défi les modèles d'IA. Donc, on doit aussi être capable d'établir une feuille de route pour l'IA en utilisant des cas d'utilisation à faible risque et cas d'utilisation à haut impact. Donc, cela nous a permis de travailler avec un chatbot et cela nous a permis aussi de mieux gérer nos propres initiatives. On l'a fait dans des langues particulières comme le français, l'arabe et on a vu qu'il y a par exemple des dialectes très spécifiques au Maroc, donc c'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement dans les modèles qu'on est en train de développer ou qui sont en train d'être développés au niveau mondial. Donc on a développé ce chatbot qui peut gérer des informations et qui peut gérer des demandes de citoyens. Et cela est fait à partir d'un besoin réel. Donc, on s'est rendu compte que notre centre d'appel gère les demandes des citoyens
et ils sont en train de gérer plus de 60% des appels qu'on reçoit. Donc, il y a des informations de base qui doivent être gérées et cela nous a aidé à réduire les coûts en même temps que cela nous a permis d'améliorer l'accès des citoyens aux informations. C'est notre première expérience avec l'IA et ça a été un développement d'un chatbot qui nous a permis de évaluer et d'améliorer les données. Oui, bon, c'est formidable. Merci de partager les concepts liés à la gouvernance et aussi d'avoir répondu à certaines questions qu'on a dans la messagerie. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train d'investiguer et c'est un cas d'utilisation assez fréquent. Donc, une fois que vous aurez ce produit lancé, je suis sûr que vous allez partager vos pensées. Donc, merci beaucoup, Ayad, d'avoir mis l'emphase sur cette procédure étape par étape qui permet d'assurer un meilleur service basé sur l'IA. Et cela nous a permis de mieux évaluer les risques et d'établir des protections adéquates. Je pense que tout le monde va être d'accord sur le fait de consacrer un peu d'espace aux questions et aux réponses. Donc, si vous pouvez mettre le lien vers les questions que vous voulez avoir. Alors, la question est, si l'IA aurait pu vous soutenir avec une chose, avec quoi est-ce que ça aurait été? Donc, vous pouvez répondre à ces questions. Alors, je répète, si le AI Hub pouvait vous aider sur un seul point, quel serait-il? Donc, on va voir des questions, on va voir les réponses. Merci aux personnes qui ont laissé des questions et qui ont dans la section Q&A du webinaire. Si vous voulez chercher les réponses, vous pouvez trouver les réponses écrites. Donc, on va laisser quelques questions ouvertes. Alors, la question ouverte, il y a une question de Carla Cerda. Si on devait laisser le rôle d'évaluation à l'IA. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent répondre à cela, si les humains doivent être impliqués. Donc, est-ce qu'il y a des exemples adéquats de l'IA utilisés pour mieux travailler, pour améliorer l'inclusion plutôt que l'exclusion dans les pays à haut revenu? Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cela. Il y a des questions par rapport à la concentration dans le main de très peu de personnes et très peu d'institutions ou d'entreprises technologiques. Donc, cela est un rapport avec les commentaires que Tom a fait. C'est un rapport avec le niveau requis pour les évaluations de l'IA, pour les cas d'utilisation, mais pas pour tous. Donc, on a aussi un commentaire par rapport au fait que le secteur n'a pas un spectre de tolérance au risque pour utiliser l'IA et la protection sociale. Donc, par exemple, dans la médecine, on utilise l'IA plutôt pour des processus qui ne sont pas liés à des décisions qui peuvent menacer la vie. Donc, si quelqu'un veut répondre à cela, allez-y. Alors, allons-y avec ces questions pour l'instant et dans l'entretemps, vous pouvez répondre dans le pôle à l'arrière. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment répondre à ces questions, personne, personne n'est vraiment motivé pour le faire. Ça brûle pas? Oui, j'ai quelque chose à dire. Alors, en général, dans ces forums, on parle des attentes par rapport au gouvernement. Et on ne parle pas des attentes liées au secteur privé. Et ça, c'est vraiment déséquilibré. Je reconnais que le gouvernement peut être problématique, mais je pense qu'on commence à voir
comment les grandes entreprises technologiques, et c'est elles qui sont en train de avancer par rapport à l'agenda de surveillance du capitalisme. Parce que peut-être c'est à cause de mon âge, mais je me sens de moins en moins à l'aise quand il s'agit de lutter contre le gouvernement. Il y a des normes, il y a des règles, il y a des règles qui sont en train d'être discutées sur comment on va lutter. Mais l'idée et le fait que les corporations maintenant sont plus riches, plus puissantes et sans limite, cela peut mettre en péril l'État-nation. C'est vraiment un camp de lutte, c'est un camp de bataille. Donc, il y a un pays qui recueille plus de données de manière privée que le reste du monde. Donc, il y a d'autres pays qui ont pu contrôler presque toutes les données. Donc, il y a de nouvelles manières de se mettre en rapport et de travailler par rapport à ça. On est en train de discuter sur cela, mais apparemment, il y a eu un problème entre les citoyens et le gouvernement. Donc, on est en train de faire de l'argent à partir de ça. On est en train de façonner le discours. On est en train de façonner la manière dont les nouvelles sont partagées. On ne sait pas vraiment si ces données sont vraies ou pas. On ne peut pas distinguer entre la vérité et ce qui est faux. Cela, c'est très clair en rapport avec le gouvernement et je ne sais pas si on pourra le mener à bien parce que techniquement, et je parle strictement depuis un point de vue technique, la privacité n'est pas possible, n'est plus possible maintenant. Que ce soit bon ou mauvais, c'est plus possible. Parce que c'est comme ça, la technologie s'est développée comme ça. Donc, on a développé des piliers sociaux par rapport à la technologie qui ne nous permettent pas d'assurer la privacité. Donc, il faudrait discuter par rapport au gouvernement et par rapport aux compagnies et aux entreprises privées en ce qui concerne les données. Donc, la boîte de Pandora s'est ouverte et on doit chercher l'espoir. Oui, c'est exactement comme ça. Elle est ouverte et je me demande si quelqu'un d'autre a des pensées par rapport à ça. Mais s'il y a, je sais pas, Teresa, Raphaël ou d'autres personnes qui veulent participer. Oh, ok, j'imagine que ça veut dire non. Bon, il y a quelque chose de très similaire. Bon, voyons. La question du privé, par exemple, par rapport à la question de la souveraineté, tout au long de réglementation par rapport à la privacité, il n'y en a aucun par rapport à l'utilisation de données pour favoriser euh, médias et nous devons travailler pour que ces réglementations favorisent l'utilisation des données. Et nous avons vu des gouvernements partout dans la planète à prendre note de ces données. Et c'est une des questions le plus grande pour l'utilisation de l'IA, de la technologie pour fournir des services sociaux. Nous devons le prendre en considération, c'est-à-dire comment pouvons-nous investir les données d'une façon durable. Nous devons mettre les sauvegardes d'une façon durable et qui nous permettront de les utiliser dans l'avenir. Et ce que tout cela veut dire pour d'autres pays, c'est que le contrat social qui existe, par exemple en Suède,
ou à la différence de ce qui existe au Maroc et aux États-Unis. Et peut-être c'est là où nous devons travailler. Parce que nous avons de l'interprétation simultanée, le service ne peut pas être dépassé. Mais ce que je vous demande, c'est, y a-t-il quelque chose qui s'affiche à l'écran pour voir quels sont les soucis? Vous pouvez partager l'écran dans le fond, peut-être. Entre-temps, il y a énormément de choses à discuter. Et chaque panéliste, nous l'avons vu, comment il avait hâte de continuer de poursuivre la discussion, mais il y a des points d'orientation parce que c'est quelque chose qui est déjà là, qui est incontournable. Il y a des politiques dans le fond, quels seraient le cadre gouvernemental et nous ne pourrons pas non seulement nous concentrer sur les cas qui favorisent l'efficacité, mais ce qui vise l'inclusion. Et c'est quelque chose que nous avons dans nos mains et que nous devons faire. Beaucoup s'est passé ces dernières années, duquel nous pouvons apprendre, et nous devons jouer ce rôle pour soutenir les pays. Et peut-être le hub IA pourrait jouer le rôle de soutien. Je pense que ce sont le type d'actions qui sont réalistiques en termes d'IA. Faire tout cela appartient à mes favoris. Un grand merci à tous qui ont participé. C'est que le début de la discussion et même s'il y aura des produits qui vont émerger, il s'agit d'un processus de l'évolution. Et si nous laissons la dernière diapositive dans le fond pour ceux parmi vous qui veulent trouver le hub, les ressources, vous les trouverez là et nous resterons en contact. Merci tout le monde, merci aux panélistes et je m'excuse si nous avons dépassé le temps alloué. Merci, merci Valentina, merci tout le monde. Félicitations.